D'abord, merci de votre invitation. Je suis très content de pouvoir être aujourd'hui avec vous, hélas, de manière lointaine, ce qui nous prive du plaisir du contact humain. Et en tant que diplomate, je ne peux que regretter l'absence du contact humain, étant donné l'importance qu'il a eu dans ma carrière. Je vais présenter très rapidement, pendant un quart d'heure, mon livre, Passeport diplomatique, et ensuite je répondrai évidemment à toutes les questions, à la fois sur les sujets qui sont traités dans le livre, mais aussi sur les sujets d'actualité. Lorsque j'ai voulu écrire ce livre, je l'ai fait dans un but très particulier. Ce n'est pas seulement un exercice de narcissisme, ça l'est inévitablement, et de même, vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui l'ont lu, que je suis plutôt discret sur les aspects, je dirais, personnels. Je ne donne pas dans le tourisme diplomatique, je ne décris pas trop ma vie, je ne parle pas de la vie des diplomates à l'étranger. J'ai réduit le nombre des anecdotes parce que je voulais écrire un livre de relations internationales d'abord, et un livre de relations internationales je dirais, à visée pédagogique. Alors pourquoi pédagogique et de quelle manière? Vous savez, quand vous êtes diplomate de carrière, vous êtes condamné à chaque dîner, à chaque déjeuner amical, lorsqu'on apprend votre métier, à subir immédiatement conseils, questions et objections. Alors, c'est tout à fait normal, nous vivons dans une société démocratique et il n'y a aucune raison qu'on ne parle pas, que les citoyens ne parlent pas de ce sujet. Mais ce qui me frappait souvent, c'était de me rendre compte que la seule réponse que je pouvais opposer ou que je pouvais aux questions, aux objections, c'était de dire non, mais ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait derrière notre conversation, fondamentalement, de l'autre côté, un peu une ignorance de ce qui était possible et ce qui ne l'était pas, de la manière dont les relations internationales étaient gérées. Une de mes meilleures amies est même une spécialiste universitaire de relations internationales, et j'avais avec elle les mêmes, d'une certaine manière, le même problème, lui dire oui, ce que tu me dis est logique, mais ça ne marche pas comme ça. Et donc, ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, et donc sur la base de ma carrière, puisque c'est la référence qu'évidemment je connais bien, d'essayer d'ouvrir le moteur de la voiture, si j'ose dire, et de vous expliquer, à partir d'exemples, de vous dire, ben voilà comment ça marche. Voilà comment on essaye de comprendre, d'analyser, comment on tâtonne, comment on fait des erreurs. En gros, comment la diplomatie fonctionne quasiment au jour le jour, comment on négocie, qu'est-ce que ça veut dire négocier. Donc c'était ça, d'abord, je dirais, le premier objectif de ce livre, c'était de vous faire comprendre, de vous faire sentir de l'intérieur comment on met en œuvre une politique étrangère. Une politique étrangère qui est mise en œuvre par les diplomates, mais on oublie, qui est décidée naturellement par le pouvoir politique. C'est un élément quand même important. Souvent, il faut comprendre aussi qu'il arrive, et il m'est arrivé dans ma carrière de diplomate, de mettre en œuvre une politique que je n'approuvais pas. Mais c'est à la fois la grandeur et la servitude du métier de haut fonctionnaire, c'est de dire, nous sommes dans une démocratie, voilà, c'est au pouvoir politique, en dernier ressort, de décider. Vous lui conseillez une politique, et ensuite il vous suit ou il ne vous suit pas. Deuxième élément aussi de pédagogie, c'est d'essayer de faire comprendre aux Français, mais je pense que ce serait la même chose si j'étais diplomate allemand aux Allemands ou britannique aux Britanniques, de dire arrêtez d'être franco-français, de dire essayez de comprendre le monde de l'autre côté, essayez de vous mettre dans les chaussures de l'autre côté. Vous voyez, si les Polonais ne sont pas favorables à la défense européenne, ce ne sont pas parce que ce sont des traîtres ou des imbéciles, c'est simplement parce qu'ils sont polonais, parce que leur pays a été partagé 4 fois, a été envahi par la Russie et l'Allemagne, a été dominé par la Russie de 1795 à 1918, de 1945 à 1990, et que pour les Polonais, c'est le sujet central de leur politique étrangère et qu'ils considèrent, sur la base de leur expérience,
qu'ils ont besoin de la garantie américaine, que seule la garantie américaine les met à l'abri de leurs puissants voisins. C'est un exemple que je donne, mais il faut se rendre compte que lorsque vous êtes, en tant que Français, en tant que Britannique, en tant qu'Allemand, vous héritez de votre éducation, de tout ce que vous entendez autour de vous, un certain nombre d'axiomes dont vous n'êtes même plus conscient, c'est-à-dire des convictions que vous avez et que vous appliquez immédiatement sur les relations internationales. Et le problème, c'est qu'il faut admettre une fois pour toutes que ce sont des axiomes franco-français et que les autres peuvent avoir une vision tout à fait légitime des relations internationales. Et nous pourrons revenir un peu sur ce point. Et dans ce livre, j'essaye aussi d'expliquer comment les autres voient le monde et ils ne le voient pas toujours comme les Français. Pour citer un grand penseur français, Coluche, le problème dans le monde, c'est qu'il y a 7 milliards d'étrangers et 67 millions de Français. Et ça, les Français l'oublient souvent. Alors, sur cette base, sur la base de mon expérience, quels sont, au fond, les messages que j'ai voulu transmettre ou les convictions que j'ai acquises, pour être moins emphatique, les convictions que j'ai acquises dans ma carrière diplomatique. Tout d'abord, je voudrais dire que très souvent, la carrière diplomatique, ça ressemble à la vie réelle, à la vie que vous avez dans la vie quotidienne. Et les relations entre États ressemblent parfois, très souvent, à des relations de famille ou des relations amicales ou des relations de voisinage. Tout d'abord, le premier enseignement, c'est que comme dans la vie réelle, nous vivons dans le gris. C'est-à-dire, en gros, nous vivons dans un monde où il n'y a pas vraiment de très méchants et de très bons, il n'y a pas vraiment de très bonnes solutions ou de mauvaises solutions. Lorsque vous présentez des options au pouvoir politique, eh bien, ces options, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et le choix final, c'est un choix politique. C'est le choix politique. Nous parlerons peut-être d'un sujet que j'aborde très franchement dans mon livre, l'intervention en Libye. Eh bien, l'intervention en Libye, c'était d'un côté l'intervention avec les conséquences sur la déstabilisation du pays, et de l'autre, c'était le bain de sang que Kadhafi promettait lorsqu'il annonçait qu'il allait reprendre Benghazi, et bain de sang que, lorsqu'on connaissait le passé de Kadhafi, on pouvait croire qu'il y aurait un bain de sang. Voilà, c'était une des solutions à prendre, et c'était une décision à prendre, et Nicolas Sarkozy, président de la République, c'était son rôle, la prise, et le diplomate de service, c'est-à-dire moi, aux Nations Unies, je l'ai mise en œuvre. Donc pas de bonne solution, pas de mauvaise solution, des solutions grises. Aussi, pas de mauvais, pas de très bon. Lorsque vous parlez de politique étrangère, il faut oublier la formule « il a raison, il a tort ». Parce que c'est comme quand vous discutez avec votre petit ami ou avec votre petite amie, les deux parties sont convaincues d'avoir raison. Et le pire, c'est que si vous essayez de voir le monde de l'autre côté, vous vous rendez compte que il avait raison aussi. Les deux côtés peuvent avoir raison. Ce n'est pas un argument. Regardez par exemple l'annexion de la Crimée par la Russie. C'est évidemment une violation du droit international, c'est une violation par la Russie de tous ses engagements, et notamment celui de ne pas utiliser la force. Mais si vous allez à Moscou, si vous connaissez la Russie, les Russes, vous vous rendrez compte que pour tous les Russes, la Crimée était une terre russe qui a été arrachée à la Russie et que donc, et on vous parlera des palais des tsars, on vous parlera de Tchekhov en vacances, etc., etc. Et quand vous invoquerez le droit international, vous vous rendrez compte que tout simplement, votre interlocuteur ne vous entend pas, Et donc vous vous rendrez compte que, voilà, avoir tort, avoir raison, ce ne sont pas... Je vous donne un autre exemple que je connais très bien, les Israéliens, les Palestiniens. Vous allez voir un Israélien et pendant 1h30, il vous expliquera qu'il a raison et vous en sortirez assez convaincu. Allez voir un Palestinien, pendant 1h30, il vous expliquera qu'il a raison et vous aurez tout aussi convaincu, vous en sortirez tout aussi convaincu de ces deux labyrinthes qui n'ont qu'un défaut, c'est qu'ils s'ignorent évidemment totalement l'un l'autre. Donc ce qui compte d'une certaine manière, ce n'est pas d'avoir tort, d'avoir raison, c'est il y a un conflit et comment peut-on le résoudre, ce conflit. Autre élément, et donc comme je l'ai dit,
Pour comprendre, pour négocier, pour trouver des compromis, il est indispensable justement de comprendre la vision du monde de l'autre côté, de comprendre ce qui est important pour lui. Et alors là, il y a un grand défaut qui est de certains négociateurs, c'est les négociateurs qui décident de l'intérêt de l'autre partie, qui dit bah, l'intérêt de l'autre partie c'est ça, et donc on va leur donner ça. Et manque de chance, c'est l'autre partie qui définit ses propres intérêts. Et vous risquez donc de négocier totalement, de passer à côté de l'autre, parce que vous offrez à l'autre ce qu'il ne vous a pas demandé, ce qui ne lui importe pas. Et les intérêts, alors cela provient d'où la notion d'intérêt? Alors la notion d'intérêt, elle fonde une théorie des relations internationales qui s'appelle la théorie réaliste des relations internationales, qui est une théorie à laquelle j'adhère assez, mais qui atteint très rapidement ses limites parce que les intérêts, ce n'est pas une catégorie qui est une catégorie objective, en disant, ben voilà, vous arrivez, vous avez un analyste et il vous dira, ben voilà, l'intérêt de la France, c'est ça, ça et ça. Non, pas du tout. En réalité, les intérêts sont des intérêts totalement hérités de l'histoire et ils sont en grande partie irrationnels. Je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais par exemple, tout Français considère que le Liban est un intérêt national de la France. Je suis désolé, d'un point de vue objectif, si j'ose dire, d'un point de vue purement objectif, je ne vois pas en quoi le Liban soit un sujet essentiel pour la France. En termes économiques, certainement pas. En termes sécuritaires, encore moins. Mais en tant que diplomate, quand je suis un diplomate français, je sais bien que l'opinion publique française et donc les décideurs politiques français dans un monde démocratique considéreront que le Liban est un intérêt national français. Et pour les pays étrangers, souvent, j'ai constaté leur étonnement de voir notre activisme au Liban, parce que, évidemment, leur analyse de l'intérêt objectif des Français ne les conduisait pas à considérer que le Liban en était un. Donc il faut avoir toujours, pour la partie d'en face, même si vous n'éprouvez pas beaucoup de sympathie pour elle, une sorte d'empathie. Il faut essayer de voir le monde de son point de vue, voir le monde de Pékin. Si vous vous mettez à Pékin, vous constaterez que la vision du monde est très différente de celle que l'on peut avoir de Paris ou celle de Washington. Empathie, mais pas sympathie. Car même si vous comprenez la politique de l'autre, vous êtes en charge de la politique de la France, et donc vous leur dites, bah, désolé, oui, si j'étais iranien, peut-être que je considérerais que l'acquisition de l'arme nucléaire est nécessaire pour mon pays, mais manque de chance, je ne suis pas du tout iranien, je suis français, et je considère que l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran serait un désastre pour les intérêts de mon pays, pour la stabilité internationale et pour les intérêts de mon pays. Autre élément fort à ne pas oublier, c'est le fait que le monde est en flux. C'est un flux permanent. Depuis les présocratiques, on le sait, tout coule, et c'est le cas. Et il y a des moments où le flux, et je pense que nous sommes dans une de ces périodes, où le flux est plus rapide, plus tumultueux, plus dangereux. Et au fond, la diplomatie, c'est un travail de tous les jours. Alors, ça dépend quelle est la métaphore que vous adoptez. Soit vous êtes en permanence en train de réparer la digue pour contenir le flot, soit vous êtes en permanence en train de naviguer sur ce flot en essayant de ne pas couler. Et très souvent, donc, la diplomatie, c'est non pas essayer de résoudre tous les problèmes du monde, parce que vous résoudrez le problème A, mais immédiatement, il y aura un autre problème qui apparaîtra. C'est d'essayer de naviguer entre des écueils pour donner à votre pays, pour essayer d'assurer la sécurité et la prospérité de votre pays. Et dans ce cadre, ce qui est absolument essentiel, et ça c'est très différent, très difficile pour les Français, c'est de manifester un pragmatisme absolu. Très souvent, un des problèmes des Français, et un problème peut-être pas seulement des Français, mais en particulier des Français, c'est l'obsession des principes et des précédents. Vous voyez, on ne fait pas monsieur l'ambassadeur, c'est un principe. Ben oui, justement, le problème, si vous considérez que c'est un principe, on ne fait pas de compromis sur les principes. Et donc, si vous faites d'une affaire une question de principe, la seule solution, c'est soit vous cédez sur vos principes, honte, soit vous faites la guerre pour la défense du principe. Alors, on peut trouver des principes partout. Mais dès que vous sortez le principe de votre poche, vous condamnez, comme je l'ai dit, vous condamnez aux absolus de la capitulation ou de la guerre. Et
je ne sais pas si vous avez observé, mais dans votre vie personnelle, très souvent, lorsque on invoque des principes, vous vous rendez compte qu'un principe, ça n'existe pas. En réalité, vous n'êtes en face que de solutions, que de situations particulières. Et vous vous rendez compte parfois que le principe vous conduit à dire « Ah non, il n'en est pas question », mais lorsque vous êtes confronté à la situation particulière, vous vous dites « Ah bon, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi pas, à telle condition ou à telle condition autre ». Et pour la diplomatie, je pense que c'est très important. Alors évidemment, vous allez dire « Ah, il n'a pas de principe, il est cynique, c'est un diplomate ». J'avais un patron qui disait toujours « Il faut toujours s'appuyer sur les principes, ils finiront toujours par céder ». Et je crois que c'est assez vrai. C'est un conseil que je vous donne d'ailleurs dans l'analyse de toute situation, c'est d'essayer d'éviter immédiatement de recourir aux principes qui précisément vous empêcheront d'atteindre un compromis. Or la vie, ce ne sont que des compromis. Ce ne sont que, comme je l'ai dit, des solutions plus ou moins bonnes, mais qui vous permettent finalement d'avancer dans un monde qui est plus ou moins gris. Alors j'ai parlé aussi des précédents. Il y a très souvent les Français, en particulier au Quai d'Orsay, on vous dit « Ah non, non, il ne faut pas accepter ça parce que ce sera un précédent ». Alors ça, j'ai jamais entendu un diplomate britannique l'invoquer. Hein. En réalité, tout peut être un précédent, mais si vous dites que A implique B, implique C, implique D, donc dès que vous ne faites jamais rien. Parce qu'il y a toujours un B ou un C, vous vous dites en logique, ça peut entraîner B ou C. Alors, il y a une chose centrale, alors ça c'est impossible à un Français de comprendre, le monde n'est pas logique. Il n'y a pas de logique dans le monde. Vous n'avez que des solutions, des situations particulières que vous essayez de résoudre, et vous essayez de résoudre sur la base de leur particularité. Vous voyez, je répondais sur Twitter hier ou avant-hier il y a un problème qui est le problème des frontières du Kosovo et de la Serbie. Il se trouve que dans le nord du Kosovo, vous avez un territoire peuplé de Serbes, et ces Serbes ne veulent absolument pas devenir kosovars, et dans le sud de la Serbie, vous avez un territoire peuplé d'Albanais, et que ces Albanais préféreraient être kosovars. Et donc les Américains, alors avec brutalité, c'est l'administration Trump, avec maladresse, proposent un échange de territoire. Les Serbes prennent leurs Serbes, les Kosovars prennent leurs Albanais. Et aussitôt, j'ai vu des Français écrire « Oh, attention, attention, ça va créer des précédents ». Oui, parce qu'il y a en effet dans le reste des Balkans, par exemple la Bosnie-Herzégovine, qui est une sorte de mosaïque de territoire, on peut se dire « Ah oui, mais attention, après ils voudront faire la même chose en Bosnie et ce sera la fin de la Bosnie ». Mais vous voyez bien que si vous adoptez cette position, non seulement vous ne résolvez pas le problème de la Bosnie, qui est toujours là, mais en plus vous ne résolvez pas celui du Kosovo. Pourquoi ne pas résoudre celui du Kosovo si les deux parties, et c'est ce que j'ai écrit dans mon tweet, si les deux parties sont d'accord? Pourquoi? Parce qu'au nom de précédent, on est paralysé. On trouvera toujours dans le reste du monde, on trouvera toujours des problèmes qui peuvent éventuellement être influencés par le problème précédent. C'est quelque chose, c'est une sorte de pudeur que nos amis britanniques n'ont pas et que moi, je n'ai absolument pas. Il y a un problème, on essaye de le résoudre sur ses propres caractéristiques. Enfin, dernier point, et je finirai là-dessus, un point que vous allez me dire, oui, oui, on est d'accord, mais en réalité, vous ne l'êtes pas, c'est l'histoire est tragique. Alors ça, cette phrase est une phrase que tous les Français utilisent. C'était Raymond Aron qui disait de Valéry Giscard d'Estaing, son problème c'est qu'il ne sait pas que l'histoire est tragique, et donc vous ne le savez pas, parce qu'à votre âge, vous ne pouvez pas le savoir. Moi, j'ai été élevé, vu mon âge, vu ma génération, moi j'ai été élevé dans le souvenir de 2 guerres mondiales et d'un génocide, et notamment de 2 guerres mondiales, parce que dans les déjeuners de famille, quand j'étais un enfant, on ne parlait que des deux, hein, on parlait de la première et de la Seconde Guerre mondiale. On était farouchement, naturellement, anti-allemand, et on vivait dans ces souvenirs, on vivait dans les souvenirs de la guerre. Eh bien, c'est quelque chose évidemment que vous ne pouvez pas sentir, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas admettre, mais la guerre est possible. La guerre fait partie de l'histoire de l'humanité. En XVIIe siècle, il n'y a eu qu'une année où il n'y a pas eu de guerre, 1669. Et quand vous regardez le XXe siècle, non seulement vous avez 2 guerres mondiales, mais vous devez avoir 4 ou 5 ou 6 génocides, ce qui prouve quand même que l'être humain
est un fauve. Après Auschwitz, vous ne pouvez pas croire en l'être humain. Et donc la diplomatie, c'est aussi ça, la politique étrangère, c'est prévoir le pire. Et le pire peut arriver. Vous savez, dans les années 80, à la fin des années 80, personne ne pensait qu'il pouvait y avoir la guerre en Europe. Il y a eu la guerre en Europe, il y a eu des centaines de milliers de morts en Yougoslavie, et aujourd'hui, il y a la guerre. Il y a la guerre en Ukraine. Donc là, l'histoire est tragique, le pire est possible. Et j'ai toujours vécu, personnellement, comme je l'explique dans mon livre, à l'ombre de ce pire. Et donc, ne rêvons pas. Lorsque certains disent chic, 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 débarrassons-nous de l'Union européenne, on reviendra à l'Europe des nations. Oui, l'Europe des nations, c'est l'Europe de la guerre. Je suis vraiment désolé, mais aussi loin que l'on peut revenir, l'Europe des nations, c'était l'Europe de la guerre. Alors, lorsque je dis ça, évidemment, des jeunes comme vous qui passez vos vacances, sur les bords de la Baltique ou sur les bords de l'océan Pacifique, je vous dis, mais ça va pas, on va pas faire la guerre à l'Allemagne ou à l'Espagne ou à l'Italie, à nos voisins. Eh bien, je vous dirais, je suis désolé. Moi, je ne sais pas ce qui peut arriver dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Et c'est cet horizon qui est le nôtre. Nous devons toujours aussi avoir l'horizon de la survie de notre pays, de la sécurité de notre pays sur le long terme. Et c'est pour cela, pas pour des raisons romantiques, pas pour des raisons vraiment d'idéalisme. C'est pour cela que je suis profondément européen. Je pense que l'Union européenne, c'est non seulement a des avantages économiques évidents, mais que l'Union européenne, c'est aussi ça, c'est de rendre la guerre impossible en Europe. Et c'est ce que je voudrais évidemment léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec rien de ce que je viens de dire, mais je vous donne la parole, je réponds à vos questions et j'accepte vos objections. Merci beaucoup. Alors, on ne m'applaudit pas, c'est le problème de ce système. Voilà, merci, Madame Bourgeois. Je ne vous entends pas. Votre micro est désactivé, Madame. Voilà, ça y est, voilà, le micro. Voilà. C'est mon micro. Voilà. Désolée. Excusez-moi, j'avais fait attention à bien le couper pendant que vous parliez et j'avais oublié de le remettre. Donc, je vous disais, il émane une grande sagesse de vous et c'était vraiment passionnant de vous entendre. Et je vais laisser tout de suite la parole à Gauthier, qui a une question pour vous, qui est élève en 3e année et qui a travaillé sur votre ouvrage. Alors Gauthier, Gauthier, vous allumez votre caméra? Bonjour, il me semble qu'il doit se mettre sur son alors je suis avec Gauthier, il m'a dit qu'on ne l'entend pas. Non, on ne vous entend pas. Bon. Alors, je vais poser la question de Gauthier. Alors, la question de Gauthier, c'est, dans votre livre, vous regrettez la gestion française de la crise au Rwanda. Au même titre que ce triste événement, quelles sont pour vous les opérations étrangères de la France qui ont été un échec? Oh, c'est le problème de définir, ça dépend ce que vous définissez comme un échec, comme une réussite. Donc c'est un choix politique, hein, c'est aussi franchement une décision politique. Personnellement, hein, je me pose des questions, mais depuis le début, sur l'opération que nous conduisons maintenant depuis 2013 au Mali. Vous savez, il y a une sagesse militaire, il y a une technique militaire, et une des enseignements des militaires, c'est de dire avant de lancer une opération, on doit définir l'état final que l'on veut atteindre, et voir si on peut atteindre cet état final, de voir également le calendrier d'une opération. Et l'opération que nous conduisons au Mali, hélas,
Il ne peut pas y avoir d'état final à atteindre et il ne peut pas y avoir de calendrier. Il ne peut pas y avoir d'état final à atteindre tout simplement parce que le Sahara, c'est 2 millions de kilomètres carrés et c'est une zone qui n'a jamais été contrôlée, qui est totalement incontrôlable. Donc l'état final, finalement l'anéantissement des groupes terroristes est un état final qui est impossible. Nous n'anéantirons jamais les groupes terroristes. Et donc, il n'y a pas non plus de calendrier de retrait qui est possible. Et donc, nous sommes... alors, la question était évidemment, et là, il y a un vrai débat, c'est de dire, mais si nous n'étions pas intervenus, qu'est-ce qu'il serait arrivé? Est-ce que la situation serait pire que celle d'aujourd'hui? Et là, évidemment, on est dans le conditionnel, on est dans l'hypothétique, mais en ce qui concerne aujourd'hui au moins la situation, ce que je constate, c'est que le nombre de soldats français impliqués dans cette affaire est de plus en plus important. Nous étions à 3000 en 2014, nous sommes aujourd'hui presque à 5000. Avec ce qui est une des caractéristiques des opérations militaires qui sont indéterminées, c'est-à-dire qu'évidemment nos militaires tous les 6 mois doivent dire donnez-moi 500 hommes de plus et j'y arriverai. C'est une sorte de dérive qui est bien connue dans les opérations militaires de ce type. Les Américains l'ont connu en Afghanistan et nous avons vu le résultat. Alors, les autorités politiques françaises en sont évidemment conscientes et le président de la République, lorsqu'il a été élu à son arrivée, a essayé d'impliquer de mieux impliquer les pays de la région, donc en créant l'Alliance pour le Sahel pour développer l'économie de la région, le groupe G5 pour essayer de coordonner les armées de la région, avec, en sous-texte évidemment, l'idée que les Français pourraient se retirer. Mais on voit bien que ce n'est pas le cas. Et donc, mon inquiétude, nos soldats font un travail extraordinaire dans des conditions épouvantables, travailler dans des conditions épouvantables, et ils remportent des succès, mais c'est des succès qui finalement ne résolvent pas la solution finale. Et donc voilà mon inquiétude pour une opération militaire. Pour moi, clairement, il y a la question de l'opération au Mali. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on y est. Et donc, comment en sortir? Et naturellement, évidemment, les autorités françaises et militaires sont conscientes à la fois, sont conscientes du risque de l'embourbement. Est-ce qu'il est possible que les autorités de Bamako, au Mali, puissent négocier avec les groupes qui sont, parce qu'il y a évidemment derrière le terrorisme, il y a également évidemment de nombreuses questions politiques. Le Mali, depuis son indépendance, est divisé entre le Sud et l'immensité du Nord qui n'a jamais vraiment contrôlé. Est-ce qu'il est possible d'obtenir un accord politique entre ces deux parties? Nous essayons d'encourager le gouvernement de Bamako à le faire, jusqu'à maintenant avec peu de succès. Je le crains. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons prendre la deuxième question, celle d'Alexis. Bonsoir monsieur. Donc on a lu dans votre livre que vous cherchiez à défendre les intérêts de la France. Vous l'avez dit là. Je ne vous entends plus. Ah, vous m'entendez là? Allô? Vous êtes de retour, voilà. Ah, parfait. Donc on a lu que vous cherchiez à défendre les intérêts de la France, mais justement, vous voulez savoir de quelle manière vous faisiez face à la politique étrangère du pays dans lequel vous étiez en poste. Par exemple, si cette politique allait à l'encontre des intérêts de la France. Ce que nous essayons, il arrive évidemment que la politique aille à l'encontre de ce que nous considérons comme les intérêts de la France. Donc mon travail est d'essayer de convaincre l'autre pays, de convaincre qu'en réalité les intérêts sont convergents, ou d'essayer de trouver un accord entre les deux politiques. Vous savez, c'est comme dans la mécanique, les mathématiques des ensembles. Quand vous avez deux ensembles qui sont disjoints, bon, essayez de faire en sorte que ces ensembles se rejoignent. Mais parfois, on n'y arrive pas. Mais parfois, voilà, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec le pays
Vous savez, par exemple, le meilleur exemple, c'est évidemment, ça a été l'Iran, que j'explique dans mon livre, donc découvrir un programme nucléaire clandestin, dont en 2002, dont tout conduit à penser qu'en réalité c'est un programme militaire. Bon, c'est une longue histoire, hein, c'est 12 ou 13 ans. Eh bien, il y a un moment où il faut établir un rapport de force, puisque l'Iran refusait de négocier ce programme nucléaire. Vous établissez un rapport de force, et le rapport de force, c'était des sanctions. Établies sur l'Iran. Vous essayez de tordre le bras de l'autre partie. C'est ça la vie réelle, vous savez, c'est comme ça aussi que ça se passe dans la cour de l'école. Voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins forts. Alors il y a des moments aussi où vous n'avez pas les moyens d'établir un rapport de force, ou alors où le rapport de force vous est défavorable. Et il faut en tirer les leçons. La France est une puissance moyenne supérieure, si j'ose dire. Donc il y a des moments où nous devons faire face à la réalité qui est que l'autre côté a plus de force, plus de moyens que nous. Mais au-delà du rapport de force, de nouveau, vous avez aussi le dialogue. Les pays utilisent le rapport de force, naturellement, quand c'est nécessaire, mais préfèrent, dans la société internationale, préfèrent, si c'est possible, de parvenir à un accord. Et donc, en général, sont prêts à faire des concessions. Alors ensuite, évidemment, vous me considérez que ces concessions ne sont jamais suffisantes, mais voilà, le diplomate peut se retourner vers sa capitale en disant, voilà, on a au moins obtenu ça. Et il y a aussi, de manière préemptive, c'est-à-dire le diplomate qui dit à sa capitale, attention, si vous faites ça, moi je suis sûr que ce pays B va s'y opposer, que ce pays B ne l'acceptera pas. Ou en tout cas, si vous le présentez de cette manière, vous êtes sûr que le pays B, l'autre pays s'y opposera. Ça parce que très souvent, naturellement, les Français, de nouveau, c'est la même chose dans n'importe quel pays, présentent un problème de manière française. Et justement, le présenter de manière française, c'est justement ça qui va provoquer le raidissement de l'autre côté. Lorsque les Français, par exemple, sur la défense européenne, disent nous avons besoin de la défense européenne parce que l'Europe doit assurer par elle-même sa sécurité, évidemment, tous les auditeurs sont d'accord. Si vous dites ça, vous êtes sûr d'avoir contre vous tous les autres Européens. Parce que tous les autres Européens diront, ça veut dire que les Français veulent pousser dehors les Américains. Or, tous les pays européens, tous sans exception, considèrent que la présence militaire en Europe est un intérêt vital pour leur sécurité. Et donc voilà, donc c'est un exemple de si vous parlez français d'un point de vue conceptuel français, là vous êtes sûr d'avoir en face de vous un barrage que vous ne franchirez évidemment pas. Donc préemptivement, il y a des manières de présenter, mais il y a aussi des choses à ne pas faire parce que vous êtes sûr d'aller dans un mur. Mais souvent, les autorités politiques, néanmoins, décident d'aller dans le mur. Et donc, alors, le travail des diplomates, c'est d'être gentils, de mettre un matelas devant le mur, de telle sorte que nos autorités politiques ne se fassent pas trop mal. Je vais demander à Jemima de prendre la parole. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Alors, moi, j'avais une question par rapport… Je n'entends rien. Ah, vous m'entendez? Voilà, je vous entends. Ok. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc moi, j'avais une question à propos des organisations internationales de façon générale, notamment l'ONU. Donc, est-ce que vous avez, au cours de votre carrière diplomatique, été déçu en fait du rôle de l'ONU et comment en fait on peut améliorer son fonctionnement et garantir de meilleures interventions quand on pense est-ce que en fait vous avez vraiment est-ce que vous vous êtes vraiment senti utile, par exemple, aux populations en danger, par exemple en Syrie, en Libye ou en Ukraine, comme vous en parlez dans votre livre? Alors, bon, d'abord, je ne suis jamais déçu. Comme je dis, l'avantage de voir le monde en sombre, c'est qu'on n'est jamais déçu. On sait très bien que le pire est toujours possible. Donc les Nations Unies, je vous rappelle que les Nations Unies ont été créées en 1945 avec l'image, avec le souvenir de la Société des Nations.
où il n'y avait pas de mécanisme de veto, et ça avait donc conduit toutes les grandes puissances successivement, enfin les grandes puissances pas fréquentables, à quitter la Société des Nations. Il y avait eu le Japon, je ne sais pas si vous vous rappelez Tintin et le Lotus Bleu, le Japon quitte la Société des Nations, mais ensuite ça avait été l'Italie sur l'Éthiopie, ça avait été l'Allemagne sur le désarmement et finalement l'URSS sur l'agression contre la Finlande. Donc tout le monde était parti. Donc les Nations Unies ont été construites comme un compromis en reconnaissant finalement les grandes puissances, en donnant au Conseil de sécurité le droit de veto aux grandes puissances. La conséquence en a été que les gens oublient que le Conseil de sécurité n'a quasiment pas fonctionné depuis 1946-47 jusqu'à 1990. Parce que tout simplement, Américains et Soviétiques se bloquaient mutuellement. Donc il n'y avait rien à faire, le Conseil de sécurité était bloqué. Donc les Nations Unies, qui suscitent, c'est vrai, qui ont un vrai enthousiasme, un vrai soutien dans l'opinion publique mondiale, on oublie souvent que les Nations Unies n'ont pas fait grand-chose la plus grande partie de leur existence. Et si les Nations Unies ont commencé à être actives après 90, c'est parce que l'Union soviétique s'était effondrée et parce que d'une certaine manière, c'était l'Occident, c'était le moment occidental, je l'écris dans mon livre, le moment où pendant 20 ans, il faut bien dire, ou 15 ans, l'Occident a dominé le monde et donc le Conseil de sécurité faisait à peu près ce que les Occidentaux voulaient qu'il fasse. Mais nous sommes dans une période de rééquilibrage des relations internationales aujourd'hui. La Chine s'affirme, les Russes sont de retour, et donc vous voyez bien qu'on en revient un petit peu à cette réalité des grandes puissances. En réalité, les grandes puissances, y compris les États-Unis, n'ont jamais voulu que les Nations Unies s'occupent de leurs affaires. C'est-à-dire leurs affaires, ils les traitent eux-mêmes. Le conflit israélo-palestinien, les États-Unis ont toujours tout bloqué au Conseil de sécurité. Sur la Russie a fait de même pour la Syrie, parce qu'on a essayé pendant des années sur le conflit syrien, simplement, vous voyez, les Nations Unies, d'organiser des élections libres en Syrie. Mais la Russie a bloqué. Sur l'Ukraine, ça a été la même chose. Les Chinois ont fait de même sur le Sri Lanka. Vous avez oublié, mais il y a eu 30 000 morts en 2009 au Sri Lanka ou au Myanmar, avec la dictature de Myanmar et ce qui arrive au Rohingya. Donc les Nations Unies, voilà, ont toujours dû tenir compte de la réalité du monde. Alors vous pouvez en conclure en disant, vous voyez bien, ça ne sert à rien. Mais pas du tout, parce que les Nations Unies, alors là je parle du Conseil de sécurité, je vous parlerai ensuite de l'Assemblée générale. En réalité, les Nations Unies s'occupent des conflits qui n'intéressent personne. Alors vous pouvez dire, ça ne m'intéresse pas, mais ce sont des conflits, par exemple, la situation en République démocratique du Congo, c'est un conflit qui, depuis 20 ans, a coûté la vie sans doute à des centaines de milliers d'êtres humains et peut-être des millions, où, comme vous le savez, les femmes ont été violées par dizaines de milliers de manière particulièrement atroce. Et vous avez le Soudan du Sud, il n'y a jamais d'article dans la presse sur le Soudan du Sud, et pourtant c'est vraiment le cœur des ténèbres, et avec un conflit atroce, la République centrafricaine, etc., etc. Et donc les seuls à s'occuper de ces conflits, à essayer de les stabiliser, c'est les Nations Unies. Et donc le Conseil de sécurité, donc vous avez une douzaine d'opérations de maintien de la paix. Alors vous pouvez naturellement, et je pourrais vous faire un long développement là-dessus, vous dire mais ces forces de maintien de la paix ne font pas le travail, etc. Je dirais que c'est beaucoup mieux que rien, et puis que derrière ces forces, alors d'abord pourquoi elles ne sont pas efficaces, mais c'est aussi parce que les Occidentaux n'y contribuent pas. Il n'y a pas de soldats de soldats occidentaux dans ces opérations de maintien de la paix. Et deuxièmement, derrière les opérations de maintien de la paix, vous avez aussi les agences des Nations Unies, les agences, donc les multiples agences, où vous avez des gens qui font des travail formidables. Il y a beaucoup de jeunes Français d'ailleurs qui vivent dans des conditions vraiment très très difficiles et qui, du Soudan du Sud à la République démocratique du Congo et ailleurs, essayent d'aider les populations civiles. Et c'est un travail qui est un travail peut-être c'est un travail ardu, difficile, mais moi je trouve absolument formidable. Ça, c'est le Conseil de sécurité et donc toutes ces agences des Nations Unies qui travaillent sur le terrain et qui permettent aussi, les Nations Unies permettent aussi du coup aux ONG aussi de venir sur le terrain. Alors ensuite, vous avez l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est le Parlement du monde. Alors vous pouvez vous dire, honnêtement, c'est des discours. Ce sont des résolutions qui n'ont pas force exécutoire, donc c'est du blabla. Oui, c'est du blabla, c'est vrai. Mais c'est bien qu'il y ait un endroit où justement tout le monde soit là.
Parce que vous avez l'Assemblée générale, donc tous les pays sont représentés, mais vous avez aussi autour de l'Assemblée générale des événements. Alors vous croisez dans les couloirs des Nations Unies des moines bouddhistes, des Indiens du nord du Canada, des Lapons, etc. Et vous avez aussi les femmes, les minorités sexuelles, etc. Et tous ces gens-là se rencontrent. Et on peut être évidemment cynique vraiment là-dessus. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien qu'il y ait un lieu au monde où les gens se rencontrent, où les gens ont l'impression qu'ils ne sont pas seuls, où les femmes chiliennes peuvent comparer leur expérience avec les femmes du Bangladesh ou avec les femmes françaises. Qui se crée une sorte d'embryon de communauté internationale. Hubert Védrine a l'habitude d'ironiser en disant il n'y a pas de communauté internationale. Moi, je pense qu'il y en a une quand même, qui est en particulier d'ailleurs à cause des médias sociaux aujourd'hui. La pointe de ça, c'est sans doute ce qui se passe autour des organismes des Nations Unies. Et donc, voilà. Cela étant, les Nations Unies, c'est le reflet de la société internationale. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les Français et les Britanniques sont des réformateurs et donc voudraient en particulier réformer le Conseil de sécurité pour le rendre plus représentatif du monde d'après 1945. Mais ils se heurtent aux autres, à tout le monde, parce que les Chinois ne veulent pas les Japonais, les Indiens. Les Américains ne veulent personne, parce qu'ils trouvent ça très bien comme ça. Et dès qu'on dit il faudrait qu'il y ait l'Allemagne, aussitôt les Italiens disent il n'en est pas question. Si on dit le Brésil, les Mexicains disent ah non, certainement pas. Donc voilà, c'est le reflet du monde. Vous savez, les Nations Unies, ça peut pas être mieux ou moins bien. C'est le reflet du monde. Mais je trouve que de nouveau, peut-être vous direz c'est dans les marges, c'est aux marges, mais elle joue un rôle que je considère comme essentiel. Je suis long dans mes réponses. Merci, et il y en a beaucoup. Elénie, à vous la parole. Bonjour monsieur, vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Parfait. Alors, ma question, c'était, à la lumière des récents événements, quel regard portez-vous sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 à l'échelle mondiale? Et en fait, pensez-vous que cela va bouleverser l'appréhension des relations internationales? Est-ce que le multilatéralisme sera-t-il de nouveau la voie privilégiée pour les États, contrairement à l'unilatéralisme de Trump que vous détaillez d'ailleurs dans votre livre? Alors, d'abord, parlons, la crise contre au fond, le coronavirus en lui-même, et de nouveau, ça peut paraître cynique, honnêtement, c'est pas grave, franchement, que c'est atroce, toute mort est atroce, mais qu'il y ait 100 000 morts ou 150 000 morts aux États-Unis, ça n'a pas de conséquences centrales en termes de géopolitique. En géopolitique, une crise fait un changement, soit si elle change l'équilibre des puissances, soit si elle entraîne une modification du comportement des puissances. Équilibre des puissances, je ne vois pas en quoi le coronavirus modifie l'équilibre des puissances. La puissance américaine restera ce qu'elle est, la puissance chinoise aussi d'ailleurs. Est-ce que ça va entraîner une modification du comportement des puissances? Moi, je constate que la première conséquence du coronavirus a été l'égoïsme sacré. Chacun s'est replié sur ses frontières, a fermé ses frontières, fermé les frontières en particulier pour les équipements médicaux, et que si aujourd'hui les Européens découvrent les vertus de la coopération, c'est pas par altruisme, mais c'est qu'ils se disent, bah oui, pour trouver un vaccin, il vaut mieux travailler ensemble, c'est plus rapide, ça sera plus rapide et plus efficace. Je dirais plutôt, d'une certaine manière, on peut plutôt se dire que c'est l'inverse qui va jouer face au multilatéralisme, parce que apparemment les Italiens ont tiré comme conséquence que l'Union européenne avait été inefficace. Trump dit tous les jours que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas été efficace, et vous ne savez peut-être pas, mais le Conseil de sécurité, maintenant, ça fait 6 semaines qu'il essaye de voter une résolution pour appeler à un cessez-le-feu mondial. Alors non seulement il ne parvient pas à aboutir à une résolution parce que les Chinois et les Américains se bloquent mutuellement, mais de toute façon, même s'il l'a voté, ça n'aurait aucune conséquence pratique. Non, la crise du coronavirus, il faut se dire qu'elle va amplifier les tendances qui existaient déjà.
Et donc, elle ne va pas créer des tendances. Je ne vois pas en quoi elle pourrait créer des tendances, hein, sauf évidemment par la crise économique qui va nous tomber dessus. Et donc là, c'est une incertitude majeure. Si on est dans une crise du niveau supérieur à celui de 1929, les Européens ils doivent se rendre compte qu'ils sont sous antidouleur aujourd'hui. Aux États-Unis, il n'y a pas d'antidouleur, hein, il n'y a pas d'amortisseur social. Il y a donc 30 millions de chômeurs. Il y a 30 millions de chômeurs aux États-Unis. Et l'on voit autour de moi, puisque je suis à New York, je peux vous dire qu'on voit les magasins déjà fermés. Des magasins qui fonctionnaient parfaitement, mais on les voit déjà annoncer leur faillite. Donc, crise économique majeure. Alors, la crise économique majeure, moi, je ne peux pas vous prévoir ce qui va se passer. Il y a une chose centrale que vous devez toujours admettre, c'est qu'on ne prévoit pas l'imprévisible. C'est-à-dire, jamais personne n'a prévu la Révolution. Hein, la Révolution française en 89, personne ne pouvait penser que la monarchie millénaire allait s'effondrer en 3 ans. La Révolution, voilà, il y a des moments de rupture. Et je ne sais pas si nous ne sommes pas à ce moment de rupture. Nous avons eu une société traumatisée par la crise de 2008, et on l'a bien vu en termes politiques avec le développement du populisme partout, aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne et partout. Cette société traumatisée, elle est déjà traumatisée, et là, vous allez lui infliger un choc majeur qui va être 5-6% de PNB dans le nez, et on ne sait pas combien de temps l'économie va repartir. Donc le chômage va exploser. Est-ce que nos sociétés vont résister à ce choc? Ça, je n'en sais absolument rien. Donc, pour revenir à ce que je disais en termes d'amplification des tendances, moi j'aurais tendance à dire comme Le Drian, comme le ministre Le Drian, que d'ailleurs j'avais écrit ça aussi dans Le Point un peu avant. Moi je pense que ça va être pire, que c'est les tendances, tout ce qui est derrière le coronavirus, ça donne des arguments à ceux qui disent les organisations internationales c'est pas très efficace, la seule manière de défendre nos intérêts c'est l'État-nation, hein, c'est lui qui est efficace. Vous voyez bien que les frontières sont indispensables, le libre-échange, le libre-échange, vous voyez bien ce que ça entraîne. Et donc, mon sentiment est que les élites, c'est la faillite des élites, la faillite des gouvernements, vous voyez bien, ça ne marche pas, ils sont pas efficaces, et que l'on a on peut quasiment décliner à partir de cette crise actuelle, quasiment ce qui est l'argumentaire de l'extrême droite. Donc, personnellement, mais voilà, je dis, voilà, c'était les tendances qui étaient au cœur de notre société, et de toutes les sociétés, hein, américaines, britanniques, voilà, le populisme est au cœur de toutes nos sociétés occidentales, et que ce qui s'est passé peut, au premier degré, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, peut être repris à juste titre, peut être repris à juste titre ou pas à juste titre, mais peut être repris pour l'extrême droite. Et inversement, nos gouvernements, il leur sera difficile, et de nouveau je parle de tout, après tout la situation britannique est pire que la situation française, et la situation américaine sera à peu près comparable à la situation gouvernement, inversement, d'arguer qu'ils ont très bien géré la crise. Donc voilà, donc on retombe là sur mon pessimisme foncier. Moi j'aurais tendance à dire que ce sera comme avant, et même en pire. Désolé de vous déprimer. Voilà qui est franc. Nous avons la question de Maude. Bonjour monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors merci beaucoup. Alors cette question-là, en fait, c'est une question peut-être un peu plus personnelle. En fait, c'est de savoir si vous seriez pour une Europe plus atlantiste ou plutôt une Europe de la défense. Avec une véritable politique. Je n'ai pas entendu la fin, ça s'est arrêté, je ne vous entends plus. Ah, vous m'entendez là? Vous êtes de retour là, je crois, allez-y. Alors, donc je recommence. Hein. Voilà. Donc c'est pour savoir si vous seriez plutôt pour une Europe atlantiste ou plutôt pour une Europe de la défense où la France pourrait jouer un véritable rôle. Alors, c'est un débat, on revient là, vous voyez, sur ce que je disais sur le franco-français, le franchouillard, le côté français. Comme je vous ai dit, c'est le problème, un des problèmes centraux qui nous différencie pour de multiples raisons, on pourrait en parler longtemps, par rapport à tous nos partenaires européens, c'est la relation avec les États-Unis. Pour nous, les États-Unis, voilà, c'est un pays étranger, un pays avec lequel nous avons évidemment beaucoup de choses en commun.
Pour nos partenaires européens, les États-Unis, c'est un allié, c'est un ami, et ils ne conçoivent pas leur avenir sans cette relation forte avec les États-Unis. Vous savez, de nouveau, quand je vous dis mettez-vous dans les chaussures de l'autre, je vous ai parlé des chaussures polonaises. Si j'étais polonais, je pense que j'aurais la même attitude que les pays baltes après ce qu'ils ont subi. Vous savez, en ce moment, nous nous souvenons des 80e anniversaire de l'entrée des troupes soviétiques dans les pays baltes. En quelques mois, 10% de la population de ces pays a été déportée au goulag. Donc ça, c'est des souvenirs, évidemment, que nous n'avons pas le droit d'abord de mépriser, d'oublier. Mais si vous êtes, par exemple, norvégien, ou si vous êtes néerlandais, votre horizon, si vous connaissez ces pays, votre horizon culturel, c'est beaucoup plus New York que le Caire. Ce sont des pays qui sont atlantiques et qui donc sont atlantistes, mais dont le monde est un monde, c'est le monde atlantique. C'est voilà, c'est leur histoire, c'est leur sensibilité, et vous avez d'ailleurs aux États-Unis des millions de personnes d'origine scandinave, allemande, italienne, et pas française. Donc il y a cette réalité. Et pour les Français, c'est une réalité qui est difficile à admettre, difficile à gérer. Si vous parlez de la défense européenne qui prend la place de l'OTAN, comme je vous ai dit, c'est fini. Plus personne vous écoute. On décroche voilà, on ne vous écoutera plus. Et vous n'irez nulle part. Vous vous parlerez à vous-même. Et ensuite, vous direz à quel point les autres Européens sont des traîtres ou des imbéciles. Donc voilà. Hein. Donc, je ne suis pas favorable à l'Europe atlantique. D'ailleurs, je ne suis pas très favorable au retour dans la structure militaire de l'OTAN. Mais voilà, si la diplomatie, c'est la réalité. Si nous voulons progresser, il faut tenir compte de ce tropisme profondément atlantique de tous nos partenaires. Alors, de ce point de vue-là, néanmoins, les choses changent et donc il y a une chose qui s'appelle Donald Trump. Et donc, évidemment, une des questions, l'élection du 3 novembre 2020 aura, dans ce domaine, une importance capitale. Parce que pour le moment, tous nos amis européens sont dans le déni le plus total. C'est-à-dire, ils disent Trump, c'est un accident, ça va passer, les Américains rien ne change, rien ne changera. Voilà, ils sont tous dans le déni. Si Trump est réélu, alors là, ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'être dans le déni. Et donc là, je crois que votre question sera sans doute une question plus pertinente parce que nos partenaires européens seront alors là obligés de faire face à une réalité dont ils ne veulent absolument pas, qui serait la réalité du découplage entre l'Europe et les États-Unis. Et donc la question est, de ce point de vue-là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors si nous, les Français, on leur propose de dire il y aura une Europe de la défense avec des généraux français à la tête, évidemment, ça ne marchera pas. Hein. Là, il y a aussi un autre côté français. Si Joe Biden est élu le 3 novembre 2020, alors là, oubliez la défense européenne. Tout le monde, Joe Biden va venir en Europe, il mettra la main aux fesses de tous les Européens, il nous accablera de ses platitudes sentimentales, donc il est très doué pour, et les Européens ne veulent entendre que ça, et donc voilà, on dira, voilà, voyez, on avait bien raison, rien n'a changé. Donc voilà. Moi, je ne suis pas favorable à une défense ou à une autre, je suis favorable à la défense. À la défense, comment assurer le mieux possible la sécurité de notre pays. Je comprends la nécessité de travailler avec nos amis européens, mais on ne peut pas travailler avec nos amis européens sans, entre guillemets, lever l'hypothèque américaine. Mais lever l'hypothèque américaine, pour tous nos amis européens, c'est l'inverse de ce que nous pensons, c'est surtout pas pousser les Américains dehors. Alors, on va prendre maintenant des questions du public. Par exemple, la question de Laurent. Lors d'une visite du président de la République dans un pays étranger, l'ambassadeur en poste est-il destinataire des discours qui seront prononcés? Si vous aviez été en poste à Dakar en 2007, qu'auriez pu vous faire pour dissuader Nicolas Sarkozy de déclarer que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire? Alors là, je vais parler d'anecdotes que je n'ai pas mis dans mon livre.
Je vous parlerai justement de Nicolas Sarkozy aussi. C'était lorsque Nicolas Sarkozy a fait sa visite, une visite d'État aux États-Unis. Ça devait être donc en 2007 ou 2008. Et donc j'étais à Paris, j'étais directeur des affaires politiques. Et le conseil diplomatique du président m'envoie le discours qu'il devait prononcer devant le Congrès en me disant, l'air innocent, « Gérard, toi qui connais bien les États-Unis, qu'est-ce que tu en penses ?» Le discours avait été rédigé par Henri Guénaud et le discours était monstrueux. C'était un discours qui, en gros, disait aux Américains, vraiment, on vous aime, mais pas toujours, franchement, ce que vous faites à Guantanamo, etc. Alors, sur le fond, j'étais d'accord, mais vous imaginez le président de la République française disant ce genre de choses. Et donc, je vous passe la suite, que je décrirai dans un autre livre, mais ça a été ensuite un jeu à la limite du comique pour essayer de corriger le discours sans que M. Guénaud puisse revenir à l'assaut. Voilà, oui, les discours naturellement du président. D'ailleurs, en général, le discours du président est rédigé, le premier jet est rédigé par l'ambassadeur qui envoie son premier jet. Ensuite, le discours n'a rien à voir avec le premier jet de l'ambassadeur en général. On lui renvoie, parce qu'il y a toujours à la présidence de la République, quel que soit le président, il y a un rédacteur de discours, en général un normalien lettres. Cela étant, les normaliens écrivent beaucoup moins bien qu'avant. On vous renvoie le discours pour vous donner votre avis et vous pouvez donc dire non, ça c'est possible, c'est pas possible. Mais en dernier recours, une fois que vous avez dit ça, en dernier recours, c'est le président et son rédacteur de discours qui tranchent. Alors évidemment, avec Henri Guénaud, c'était quand même très compliqué. Parce que si le rédacteur de discours est un jeune normalien, l'ambassadeur peut passer par-dessus la tête du jeune normalien en disant au président, y compris dans la voiture, lorsque le président arrive, vous pouvez dire dans la voiture, vous savez, le président, monsieur le président, je vous conseille de ne pas dire ça dans ce discours, ou de dire ça. Alors évidemment, quand c'est un conseiller de l'importance de M. Guénaud, c'était évidemment beaucoup plus compliqué. J'imagine que mon collègue, l'ambassadeur à Dakar à l'époque, justement, n'a pas été écouté, n'a été ni écouté ni entendu. Une question de notre professeur, M. Lafargue. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Pouvez-vous expliquer quelles furent les motivations de Bill Clinton pour engager l'OTAN contre la Serbie, qui n'était pas une menace majeure? En tant que diplomate, ne pensez-vous pas que l'attitude de la France à l'égard des Serbes et au regard de l'histoire n'était pas très correcte? Il y a aussi une caractéristique, chaque pays a ses obsessions. C'est une réalité héritée de l'histoire. Et donc, parmi les obsessions françaises, il y a le Liban, mais il y a la Serbie aussi. Voilà. Entre nous, la Serbie est un petit pays qui n'est pas très significatif, mais il y a toujours, chez les Français, c'est le souvenir, 1914, l'héroïsme serbe, à Belgrade, vous avez le monument à la France, etc., etc. Alors, on a toujours, voilà. Et François Mitterrand était l'exemple même de ce côté, pro-serbe. Et dans l'armée française, il y a toujours tout à fait ce genre de choses. Et il ne faut pas en plaisanter, parce que nous sommes dans des sociétés démocratiques et il faut tenir compte, naturellement, dans votre pays, les préjugés, les convictions qui peuvent venir dans votre pays. Vous savez, en 91, et Dieu sait, c'est ce qui justifie d'ailleurs l'existence de l'Europe, immédiatement les Français ont pris les partis de la Serbie et les Allemands les partis des Croates. Vous voyez, et ce qui, comme vous le savez, correspond évidemment à l'histoire, la Croatie austro-hongroise et la Serbie. Donc les ornières de l'histoire sont toujours là. Dieu merci, il y avait l'Europe, il y avait le franco-allemand, et ça n'a pas conduit à un conflit franco-allemand. Mais voilà, chacun a ses ornières, et quand vous êtes diplomate, vous devez le savoir, vous devez en tenir compte, vous devez savoir qu'il y aura quelqu'un qui vous parlera dans ces termes. Donc en 1980, qu'est-ce qui s'est passé au Kosovo? C'est assez simple. Donc le Kosovo était une région qui était peuplée à 90% d'Albanais. C'était une vieille région serbe au XVIIe siècle, mais depuis lors, depuis le début, dès les premiers recensements faits par les Ottomans au tout début du XXe siècle, il y avait déjà une majorité d'Albanais.
En 1974, Tito accorde l'autonomie, une large autonomie au Kosovo dans le cadre de la République de Serbie. En 1989, Milosevic non seulement prive le Kosovo de cette autonomie, mais entame une politique de serbisation. Interdiction de la langue, licenciement des fonctionnaires, etc. etc. Donc, d'abord, les Kosovars opposent une résistance pacifique, et je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs de leur leader, qui était d'ailleurs professeur de français, mais on sent bien que la tension monte. Et donc en 1998, d'ailleurs, les ministres français et allemands, c'est Kinkel et Védrine, ministres des Affaires étrangères, se rendent sur place, parce qu'on sent bien que ça va exploser, que cette politique de répression va conduire à l'explosion. Donc ils se rendent sur place, et rien n'en sort. Les Serbes ne veulent absolument pas rien lâcher en termes de retour d'une autonomie. À l'époque, c'est ce que demandent les Kosovars, c'était une terme d'autonomie. Donc arrive ce qui devait arriver. À l'été 98, des incidents commencent à éclater, des incidents armés à travers le Kosovo. Voilà, donc réunion d'une conférence de paix à Rambouillet pour essayer de trouver une solution. Ça ne marche pas. Et finalement, la guerre civile éclate et les Serbes commencent à se livrer sur une vaste échelle à des mouvements de population. L'OTAN, et alors c'est amusant parce que je l'explique d'ailleurs dans mon livre, l'OTAN décide de faire comme en Bosnie en faisant pression sur Milosevic. On se dit il va céder et puis tout va aller bien, il va céder au bout de 3 fusées, il cédera et on pourra avoir une solution d'autonomie. Manque de chance, il ne cède pas, donc l'OTAN se retrouve dans une impasse et donc une opération militaire majeure est déclenchée. Et le résultat est, que vous le savez maintenant, ce qui est devenu, je dirais, inévitable du fait de la politique de répression menée par Milosevic. On est abouti à l'indépendance du Kosovo. Voilà où on en est. C'est un bon exemple de l'enchaînement d'une politique où, d'une certaine manière, à chaque étape, parce qu'après, évidemment, de manière rétrospective, on voit toujours de manière rétrospective, on aurait dû faire ça, mais on voit bien à chaque étape où on a essayé, puis on a raté, on a commis des erreurs, il y a eu et finalement on aboutit à un résultat comme résultat, si vous aviez dit en 98 le Kosovo sera indépendant, même les Kosovars vous auraient dit non, nous on demande simplement d'avoir le droit d'avoir l'instruction dans nos universités en albanais. Eh bien il y a eu la force des choses nous a conduit à ce résultat. Monsieur l'ambassadeur, je ne vous ai pas dit, mais il y a beaucoup de remerciements en ligne pour votre conférence et votre franchise et votre grande culture des relations internationales. Un professeur de l'IRIC... Je ne vous entends plus. Au moment où vous faites des compliments, c'est dommage. Ah. Et vous m'entendez ? Voilà, je vous entends. Oui. Un autre professeur de l'IRIC qui est qui a une autre fonction de directeur du cabinet de l'ambassadeur d'Iran, qui a eu l'honneur de vous rencontrer en compagnie de nos différents ambassadeurs plusieurs dizaines de fois dans le cadre sur le sujet nucléaire iranien, et vous demande quel regard portez-vous sur l'avenir de l'accord de Vienne et le danger de son éclatement définitif si les USA réussissent à empêcher la fin de l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran, qui doit avoir lieu en octobre 2020, ainsi que prévu par l'accord nucléaire. Alors, l'accord nucléaire qui a été signé avec l'Iran n'était pas un accord parfait, mais là aussi, c'est l'exemple même du compromis. Nous avons considéré que c'était le meilleur compromis possible pour être assuré que le programme nucléaire iranien était maintenu sous contrôle. Alors, quand vous faites une négociation, moi, vous savez, le problème iranien, je l'ai traité pendant plus de 10 ans. Je savais parfaitement qu'il faudrait laisser une capacité d'enrichissement d'uranium en Iran pour sauver la face de l'Iran. L'Iran avait tellement investi dans un programme d'enrichissement. Alors, vous pouvez dire, mais l'Iran n'a pas besoin d'enrichissement d'uranium, c'est évident. Non, l'Iran n'a pas besoin. Vous n'enrichissez pas pour enrichir, il faut avoir une raison. Les Iraniens n'ont pas de centrale nucléaire que pour cet enrichissement. Ils ont une centrale nucléaire russe, mais qui est approvisionnée par les Russes. Donc, il n'y avait pas de raison. Mais
il faut tenir compte aussi de ça. La diplomatie, c'est aussi tenir compte de, bah oui, mais le régime iranien ne pourra pas perdre la face, donc il faut lui garantir un minimum il faudra lui garantir un peu d'enrichissement, mais en le contrôlant pour être à peu près assuré que ça ne conduit pas à un programme militaire. Donc l'accord était un bon accord, c'était un premier pas. Et bah voilà, nous sommes Donald Trump, pour des raisons politiques, pour des raisons multiples, sous la pression aussi des ennemis régionaux de l'Iran, Donald Trump a dénoncé l'accord. C'est un désastre diplomatique, un désastre politique. Les Iraniens ont manifesté beaucoup de retenue, parce que, au fond, l'échange, qu'est-ce que c'était les termes de l'échange, puisque tout est, vous savez, la diplomatie, c'est le bazar, hein, donc les Iraniens donnaient quoi? Ils donnaient le contrôle de leur région, le contrôle et la limitation de leur programme nucléaire, et les autres donnaient quoi? C'était la levée des sanctions. La levée des sanctions qui permettait pour permettre la vie économique de l'Iran. La situation économique de l'Iran était très difficile, autant par l'ineptie, de la manière inepte dont l'économie est gérée par le régime qu'à cause des sanctions. On levait les sanctions, ce qui permettait à l'économie iranienne de repartir. Or, les Américains viennent d'imposer des sanctions sans précédent, des sanctions vraiment très fortes. Avant même la crise du coronavirus, l'Iran allait perdre plusieurs points de PNB. Et donc, vous êtes dans une situation où l'Iran doit contrôler et limiter son programme et en échange n'obtient rien. Eh bien, les Iraniens auraient pu sortir tout de suite de l'accord, hein. Et ils ne sont pas sortis de l'accord, ils sont restés, ils ont essayé d'obtenir des Européens des garanties que les Européens ne peuvent pas leur fournir. Et donc, petit à petit, comme on pouvait s'y attendre, les Iraniens, pas à pas, à leur tour, sortent de l'accord, mais ils le font de manière très lente, délibérée, visiblement dans l'espoir, en gros, que le 3 novembre 2020, il y ait un président démocrate et que ce président démocrate dise « on revient à l'accord ». Ce qui ne sera pas si simple que cela, hélas. Et donc, on se retrouve dans la pire des situations, avec un face-à-face entre deux adversaires, et nous sommes aujourd'hui à la merci de n'importe quel incident dans le Golfe. N'importe quel incident. Il peut y avoir un commandant iranien qui fait une bêtise ou qui se trompe sur la carte, hein, tout simplement. Je vous rappelle que des marins américains ont été arrêtés par les Iraniens, c'était sous Obama, mais ils ont été arrêtés parce qu'ils s'étaient trompés sur la carte et ils étaient dans les eaux territoriales iraniennes sans le vouloir. Donc on peut avoir un incident comme ça. Et avec un Trump qui est toujours imprévisible. Trump ne veut pas la guerre. Trump n'est pas un néoconservateur. Trump ne veut pas la guerre, mais en même temps, Trump peut réagir de manière totalement imprévisible et brutale. Et vous avez les puissances de la région, alors, qui, évidemment, il y a un front anti-iranien. Le problème, au fond, on n'est pas en politique étrangère, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas pour dire qui a tort, qui a raison, mais nos amis américains ont détruit l'équilibre géopolitique de la région. C'est-à-dire que depuis des décennies, et on peut même dire depuis des siècles, à l'époque de l'Empire ottoman et de l'Empire perse, il y avait la frontière entre le monde persophone et le monde arabophone était en Mésopotamie, était en Irak. Et donc, il y avait un équilibre des puissances entre l'Irak de Saddam Hussein et l'Iran du Shah. Cet équilibre a été détruit par nos amis américains qui ont détruit l'Irak, comme puissance régionale, et il est arrivé ce qui devait arriver, c'est quasiment automatique, quel que soit le régime de Téhéran, l'Iran en a profité. Et donc le déséquilibre, du coup, a alerté les autres puissances qui s'inquiètent, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et l'État d'Israël, derrière l'Égypte, qui évidemment s'inquiètent du fait que maintenant, l'Iran est la grande puissance de la région. Et donc, ce sont ces États qui, évidemment, font appel aussi aux États-Unis. Et donc, il y a une sorte de bloc, d'alliance de fait aujourd'hui entre ces États et les États-Unis face à ce qu'ils considèrent comme la menace iranienne. Alors évidemment, les Iraniens diront nous ne sommes pas une menace, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas ce que vous percevez qui compte, c'est aussi ce que l'autre côté perçoit. Et donc, il se trouve que les États en face considèrent que l'Iran est une menace. Et nous sommes donc dans la pire des situations où ils se font face en chien de faïence.
Il n'y a pas de négociation entre les deux côtés. L'accord nucléaire, qui était une sorte de premier pas, a été dénoncé. Et nous sommes aujourd'hui, je le répète, à la merci du moindre incident. Cela étant, le régime de Téhéran n'est pas suicidaire. Le régime de Téhéran est parfaitement conscient des rapports de force. Et lorsqu'il y a eu l'assassinat ou l'exécution ou l'assassinat de Soleimani, je me rappelle que tout le monde annonçait la Troisième Guerre mondiale et on m'avait appelé en me disant « qu'est-ce qui va se passer ?» Et j'avais répondu « rien. Rien ne va se passer parce que les Iraniens sont particulièrement réalistes et ils savent très bien que le rapport de force est tellement en faveur des États-Unis et de leurs alliés qu'ils ne vont certainement pas se livrer à une escalade. Donc un rapport de force très défavorable à l'Iran, l'Iran en est conscient, mais soyons conscients qu'un incident, nous sommes aussi à la merci d'un incident possible dans le Golfe. Alors, une question toute simple. Pensez-vous que la France devrait établir les relations diplomatiques officielles avec la Corée du Nord? Nous sommes en effet, et moi j'en suis relativement fier, mais nous sommes le seul pays européen, je crois aujourd'hui, à ne pas avoir de relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Alors, cela étant, c'est purement symbolique, parce que nous avons un bureau nous avons non seulement un bureau à Pyongyang, mais il y a même un malheureux diplomate français qui est dans le bureau de Pyongyang. Vous imaginez la vie à Pyongyang, qui est un joli port de mer. Donc, en réalité, je dirais que c'est une sorte de geste, de dire, bon voilà, la Corée du Nord, c'est pas n'importe quel pays. La Corée du Nord, d'abord, c'est une dictature épouvantable, sans doute la pire dictature que l'on puisse exister au monde. C'est un pays qui viole tous les traités internationaux, qui se livre au terrorisme. Alors, si vous lisez l'histoire, vous apprendrez qu'ils ont essayé d'assassiner le Premier ministre sud-coréen. Et ils ont pas réussi, mais ils ont quand même tué 4 ministres sud-coréens. Ils enlèvent des Japonais. Ils font du trafic de drogue, du trafic d'armes. Ils vendent la technologie d'armes de destruction massive aux premiers venus. C'est autant une mafia qu'un État. Et donc, honnêtement, mais là je suis peut-être, vous voyez, peut-être réaliste, mais on peut être aussi de temps en temps idéaliste. Je considère qu'il n'y a pas vraiment de raison au fond, d'établir des relations officielles, de reconnaître ce pays comme un pays, alors qu'il a un comportement vraiment d'État mafieux, de mafieux agressif et aussi contre nos intérêts. Lorsque les Israéliens ont détruit en Syrie, ils ont détruit ce qui était à l'évidence une centrale nucléaire, c'était les Nord-Coréens qui la construisaient. Les Pakistanais dans leurs travaux nucléaires, mais aussi les Iraniens dans leurs travaux balistiques ont bénéficié de transferts de technologies nord-coréennes. Les Nord-Coréens font du trafic de drogue. Donc là, je dirais qu'on est bien au-delà des problèmes de dire vous savez, oui, c'est un pays, mais c'est une dictature, mais enfin, les relations internationales, c'est en effet les relations avec les États. Là, on est quand même dans un cas qui est très particulier. Et de nouveau, je l'ajoute, nous avons quand même un masochiste en poste à Pyongyang et qui nous renseigne assez bien. Nous ne voyons pas la différence qu'il y aurait d'en faire un ambassadeur. Peut-être sauf pour son salaire, mais voilà, ce n'est pas le sujet. Alors, dernière question. Alors, dernière question. Alors, si c'est la dernière, monsieur l'ambassadeur, je vais remonter un petit peu. Alors, beaucoup de remerciements. Il y a encore 20 questions, si vous voulez. Mais donc, on va prendre... Pour moi, il est 1h16. Donc, pour vous, il est 7h. Allons jusqu'à 7h30, OK? Parce que sinon, on va y passer la nuit. Donc, oui, allons jusqu'à 7h30. Allons encore 14 minutes. D'accord. Merci beaucoup à monsieur Haro pour ses réponses. Au Quai d'Orsay, le CAPS, Centre d'analyse de prévision et de stratégie, a-t-il une réelle utilité? A-t-il des tabous, même si, comme vous l'avez rappelé, la politique étrangère, c'est prévoir le pire? Alors, le CAPS, alors que le centre d'analyse de prévision, alors je me rappelle toujours le nom ancien, parce que centre d'analyse de prévision, le S, en fait, sécurité, j'imagine, donc a été créé en 1973 par Michel Jaubert, pour justement essayer d'irriguer la pensée du Quai d'Orsay avec une pensée un peu extérieure.
En effet, la différence, vous savez, il y a une différence majeure entre les affaires étrangères françaises et le département d'État américain. C'est qu'au département d'État américain, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle les political appointees, c'est-à-dire que lorsqu'un nouveau président arrive, eh bien, il y a à peu près le quart ou le cinquième des postes qui sont ouverts à des gens que le nouveau président nomme sur des critères politiques. Alors, d'un certain point de vue, vous pouvez dire c'est scandaleux, c'est une politisation de l'administration, puis il y a des gens qui ne sont pas toujours très cohérents, très compétents. Moi, j'ai vu, ils arrivent, d'abord, ils doivent trouver où sont les toilettes et le parking, puis ensuite, il faut qu'ils comprennent la politique, donc ça prend 1 an avant qu'ils soient totalement opérationnels. Mais en même temps, parce que ce ne sont pas tous des gens qui n'ont aucune compétence, on fait rentrer des universitaires, des journalistes, donc des gens de l'extérieur qui apportent aussi des idées nouvelles, qui apportent aussi un air nouveau. Voyez, et c'est vrai que le Quai d'Orsay, comme toutes les administrations françaises d'ailleurs, c'est quand même en vase clos. Il n'y a pas beaucoup d'idées nouvelles qui arrivent parce que voilà, on est entre nous. Vous n'êtes au Quai d'Orsay que si vous avez passé des concours, donc ce qui est très méritocratique, mais qui en même temps peut être un peu étouffant. Et donc le CAP, le CAPS, donc est supposé amener des idées nouvelles. Mais ensuite, tout dépend naturellement du ministre. Est-ce que le ministre s'intéresse aux idées nouvelles? Est-ce que le ministre s'intéresse aux idées? Parce que voilà, il y a beaucoup de ministres qui lisent la note du service et qui soit ont leurs propres idées et donc d'une certaine manière sont hors sol et ne lisent même pas les notes du ministère, soit ont leurs idées bien arrêtées et voilà. Et leurs idées bien, ou alors ils écoutent tout simplement les notes du ministère. Donc la question vraiment est le CAPS. Moi je trouve que c'est une très bonne idée d'essayer justement d'amener des idées nouvelles. C'est aussi une manière d'ailleurs d'amener des idées du Quai d'Orsay à l'extérieur, c'est-à-dire comme je vous ai dit, les universitaires. Souvent, moi je lis les articles faits par des universitaires français et je me dis mais ce qu'ils disent, c'est très intelligent, mais ça n'a absolument aucun rapport avec la réalité diplomatique. C'est bien beau de parler, je ne dirais pas un nom en particulier, mais de dire, mais attends, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est aussi bien d'avoir des jeunes, en général c'est des jeunes universitaires qui viennent au CAPS, qui nous donnent leurs idées, mais aussi qui sont, parce que le CAPS c'est moitié diplomate, moitié, moi j'y ai été quand j'étais jeune, moitié universitaire ou journaliste, c'est aussi une manière de leur apprendre, de leur dire, attendez, non, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, le CAPS, à mon avis, est nécessaire. Est-il utile? De nouveau, ça dépend vraiment des ministres. Ça dépend aussi des diplomates, parce qu'il y a certains diplomates qui aiment bien les idées différentes et qui liront les notes du CAPS. Il y en a d'autres qui penseront avoir toujours raison, qui préféreront rester dans leurs ornières. Ça dépend des êtres humains. Donc vous parlez justement du CAPS comme formation aussi pour les jeunes universitaires. Est-ce qu'il y a plusieurs questions de personnes qui voudraient savoir comment on rentre dans la diplomatie, comment on peut faire une belle carrière comme la vôtre? Le problème du Quai d'Orsay, c'est le Quai d'Orsay, c'est comme toutes les autres administrations, c'est hérité de Napoléon, c'est le concours. Voilà, il faut passer des concours. Donc vous avez plusieurs types de concours. Vous avez le concours dit des langues orientales, c'est-à-dire vous devez parler en plus de l'anglais deux langues rares. Alors rassurez-vous, maintenant l'allemand est considéré comme une langue rare parce que peu de diplomates français parlent l'allemand. Donc vous pouvez parler 2 langues, le chinois, le malais, l'arabe et l'allemand. Enfin voilà, 2 langues. Et vous passez des concours, soit pour être secrétaire, soit pour être conseiller des affaires étrangères. On ouvre chaque année un certain nombre de postes de concours. Ça, c'est le cadre, ce qu'on appelle le cadre Orient, parce qu'il y a 2 cadres au Quai d'Orsay, cadre Orient, cadre général. Le cadre général, vous avez également un concours pour devenir secrétaire. En revanche, pour devenir conseiller, le conseiller, ce sont les gens qui sortent de l'ENA. Alors, les gens qui sortent de l'ENA, ma génération, on était très nombreux, un petit ministère, c'est une armée mexicaine, pardon, le Quai d'Orsay. Il y avait 10 places, 10 énarques chaque année qui rentraient au Quai d'Orsay. Aujourd'hui, c'est 3 ou 4. Et donc, la domination qu'exerçaient d'une certaine manière les énarques sur le Quai d'Orsay est une domination qui est en train de s'effacer.
parce que tout simplement il y a de moins en moins d'énarques. Mais voilà, pour faire carrière, il faut passer par des concours. Il y a des postes qui sont ouverts à droite à gauche sur contrat, mais ce ne sont pas des postes pérennes, parce que hélas, il y a eu un arrêt de justice qui a dit que si vous avez plus de 6 ans, un contrat de plus de 6 ans dans l'administration doit vous intégrer. Donc, ce qui fait qu'évidemment, l'administration, du coup, ne donne plus que des contrats au moins de 6 ans. Donc, vous ne pouvez pas faire qu'à un moment ou à un autre, on vous dit, bah, désolé, il faut que vous alliez ailleurs. Donc voilà, diplomate, c'est passer les concours. Le Quai d'Orsay est une toute petite maison, hein, c'est de nouveau, je l'ai dit, une armée mexicaine, c'est quelques centaines de diplomates, donc plus ou moins tout le monde se connaît, vous faites très rapidement, vous avez une bonne ou une mauvaise réputation, d'ailleurs que souvent vous ne la connaissez pas, il faut que les autres viennent vous la dire. C'est donc une gestion artisanale, hein, ce qui a ses avantages et aussi ses inconvénients. Alors, la dernière question, parce que oui, c'est l'heure de déjeuner. Comment avez-vous perçu l'influence de la France dans les pays où vous avez servi? La France est-elle perçue comme une puissance qui compte sur la scène internationale? Alors la réponse est oui. Hein. Vous savez, c'est toujours un des avantages de vivre à l'étranger, c'est ça vous permet de vérifier un certain nombre de clichés, et notamment le cliché que les Français se plaignent tout le temps. C'est très souvent, enfin moi, mes amis, les Israéliens, les Américains ou d'autres me disaient d'un air absolument consterné, mais pourquoi les Français se plaignent-ils toujours de leur pays? Ben oui, la France c'est un pays qui compte. La France suscite un intérêt, voire une sympathie. Et aujourd'hui, à Washington, soyons francs, il n'y a qu'une puissance européenne, c'est la France. Alors ça veut paraître curieux, mais parce que les Britanniques sont perdus dans leur Brexit. Hein, ça fait maintenant le pays le plus influent à Washington européen, c'était la Grande-Bretagne, à cause de la relation qu'ils ont créée, relation dans tous les domaines, notamment militaires et renseignements. C'est plus le cas du tout parce que depuis maintenant 3 ans, ils sont embourbés dans les discussions sur le Brexit, et nos amis allemands ne veulent pas de la puissance. Les Allemands ne veulent pas avoir des responsabilités de la puissance. L'Allemagne se rêve comme une grande Suisse, une maison de retraite, et ne veut surtout pas dépenser de l'argent pour sa défense, ne veut pas avoir une politique étrangère active, sauf une politique d'aide. Et donc, de ce point de vue-là, les Américains qui sont des pragmatiques se disent à l'heure actuelle, bah voilà, il y a un interlocuteur, c'est la France. Puis quand vous vous promenez dans le pays, et Dieu sait si je l'ai fait, vous découvrez, d'ailleurs de manière assez émouvante, vous découvrez qu'il y a toujours des gens qui aiment la France, qui sont intéressés par notre pays. Vous avez des alliances françaises partout. Il y en a, je crois qu'il y a 110 alliances françaises à travers les États-Unis. Donc oui, la France existe. Elle existe toujours. Alors, vous savez, les diplomates sont les premiers, comme des Français, en tant que Français, à se plaindre et à ricaner. Donc, il y a une phrase qui circule dans les couloirs du Quai d'Orsay, c'est que nous sommes en première classe avec un billet de deuxième classe. Voilà. Alors, moi je dirais que c'est peut-être parce que les diplomates ont le talent pour avoir ce résultat. Oui, nous jouons un rôle, mais qui est un rôle évidemment, je dirais, voilà, qui est aussi la projection de notre puissance. Et on le voit bien, vous savez, quand l'Union européenne, je l'ai dit, l'Union européenne, c'est une manière, je l'ai écrit, une manière un peu agressive, c'est une manière de transférer les confrontations européennes de la ligne Maginot au corridor de Bruxelles. Voilà, ça veut dire que les confrontations européennes, elles existent toujours, les intérêts divergents sont toujours divergents. Eh bien, à Bruxelles, on essaye de résoudre ces problèmes, et au lieu de les résoudre sur les champs de bataille, on les résout par la négociation. Mais par la négociation, ça se fait quand même sur la base des rapports de force. Donc, l'Union européenne, lorsque les gens disent « Ah bah oui, l'Union européenne est dominée par l'Allemagne », c'est pas ça qu'ils devraient se dire. Ils devraient se dire « Pourquoi est-ce que la France ne peut pas jouer pleinement son rôle ?» Parce que la puissance à l'extérieur est la projection de la puissance à l'intérieur. Et que donc, si vous avez, c'était, je crois, le baron Louis, qui était le ministre des Finances de Louis XVIII, disait « Faites-moi
Faites-moi des bonnes finances et je vous ferai une bonne politique. Eh bien, moi, je dirais la même chose qu'un diplomate doit dire à ses autorités politiques. Faites-moi une bonne économie et je vous ferai une bonne politique. La politique à l'étranger, la politique étrangère, c'est la projection de la puissance. Nous avons une puissance historique, nous avons une puissance historique, une puissance militaire qui compte. Nous avons une présence dans les organisations internationales, mais c'est évident que s'il y a un déclassement économique de la France, il y aura aussi un déclassement de puissance de la France. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup pour votre franchise, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Il y avait donc énormément de questions encore et j'invite les gens qui nous ont suivis très nombreux à lire votre ouvrage Passeport diplomatique qui a été publié en 2019 chez Grasset. Merci encore de votre présence avec nous ce soir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.